Bonjour, je suis Hervé Glotin, je pilote l'équipe DINI, une équipe spécialisée dans l'analyse des formes, la reconnaissance des signaux, à l'UMR CNRS L6, basée notamment à l'Université de Toulon. Nous travaillons sur des séquences de sons, des séquences d'images, de l'audiovisuel que nous indexons automatiquement. Le projet Conilego s'inscrit dans cette équipe pour sa compétence en système bio-inspiré et en cybernétique, analyse multi-échelle. Alors moi je suis membre de l'équipe Corps et Cognition du laboratoire de neurosciences intégratives et adaptatives, Université de Provence à Marseille. Notre équipe est spécialisée en particulier sur les relations entre le corps et l'esprit, la cognition. Et dans ce cadre-là, ma partie à moi, c'est plutôt le travail de la mémoire. Comment est-ce que la mémoire se construit, s'organise? Le cerveau humain, en fait, est composé d'un grand ensemble de mémoires dédiées à des fonctions spécifiques. Et l'une ou plusieurs d'entre elles sont dédiées à la reconnaissance des mots, à la lecture. Et c'est donc ces capacités-là qu'on a mis en œuvre dans le projet Conilego. Donc moi je suis responsable recherche et développement chez Adosia. Donc Adosia est un éditeur de logiciels. On est spécialisé dans la reconnaissance d'écriture spécifiquement manuscrite, mais aussi imprimée. Et donc nous, on commercialise des moteurs de reconnaissance qui sont utilisés dans des logiciels plus importants pour le traitement des documents. Donc des documents, que ce soit des documents administratifs ou des documents historiques, patrimoniaux. Ce qui nous intéresse dans le projet Conilego, c'est d'essayer d'aller plus loin dans les technologies de reconnaissance d'écriture, et en particulier dépasser les verrous technologiques qu'on connaît actuellement sur la grande diversité de documents qu'on a à traiter. La reconnaissance d'écriture a une problématique intéressante parce que ça a été une des premières problématiques étudiées par l'intelligence artificielle. Dès le début, dans les années 50, les chercheurs se sont dit que c'était une problématique bien définie et que le problème serait résolu rapidement. C'est un exemple de ce qui s'est passé dans un certain nombre de domaines dans l'intelligence artificielle. On s'est rendu compte rapidement qu'en fait, le problème était beaucoup plus compliqué qu'on ne pensait. Alors il a fallu, pour les applications industrielles, attendre fin des années 80, années 90, pour voir des applications à grande échelle au niveau industriel. Et ces applications ont été reconnaissance d'écriture pour le tri postal et pour les chèques bancaires. Donc aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, toutes ces activités sont automatisées, à plus de 90% pour le tri postal, plus de 80% pour les chèques bancaires. Donc là, on a atteint un palier de ce qu'on peut faire technologiquement sur ces applications. Et donc là, il faut aller plus loin si on veut traiter d'autres types de documents. Donc nous, on a voulu s'investir dans un projet de recherche pour essayer de dépasser ces limites. Et un des axes possibles quand on veut dépasser des limites technologiques, c'est de se dire, voilà, on va regarder comment fait l'humain sur cette problématique et on va essayer de s'en inspirer pour créer des nouvelles technologies. Donc là, la lecture, l'homme y arrive sur n'importe quel type de document, une écriture qu'il n'a jamais vue, un contenu qu'il n'a jamais vu, la machine n'y arrive pas. Donc on s'est dit, on va travailler avec des gens qui sont spécialistes de ça, de la cognition humaine, pour s'inspirer et développer des nouvelles technologies. Alors, quelles sont les limites des technologies de reconnaissance d'écriture actuelles? En fait, ces technologies fonctionnent bien dès qu'on reste sur un type d'écriture donné. Si on change de type d'écriture, ça ne fonctionne plus. Par exemple, si on prend un type d'écriture, ce qu'on appelle manuscrit bâton, voilà, c'est une écriture avec les lettres bien séparées. On peut parfaitement entraîner un reconnaisseur sur ce type d'écriture, ça fonctionne bien. Par contre, si on prend le même reconnaisseur et qu'on l'applique sur une écriture cursive, là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que les lettres ne sont plus séparées, ça ne fonctionne plus parce que les lettres n'ont plus la même forme. Alors on peut entraîner un reconnaisseur sur ce type d'écriture, et si on l'utilise sur une écriture qui est juste un tout petit peu différente, par exemple avec un souligné, ça ne fonctionne plus non plus. L'homme arrive à lire facilement. Ça, c'est ce qu'on constate à l'âge adulte. Ça a été tout un travail à partir du CP pour déterminer les lettres, commencer à apprendre. Et puis, tout le cours élémentaire, on s'améliore. Et on estime que c'est seulement quand on arrive en 6e qu'on devient un lecteur expert capable de lire à peu près n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le CP et la 6e? On a en fait énormément de neurones qui se sont spécialisés dans la reconnaissance des lettres et puis après des mots. Et ces neurones sont répartis en cartes. Alors il faut savoir que l'œil va récupérer la lumière, donc l'image, et va projeter tout ça sur le cortex primaire, où on va en fait repérer des barres de contraste, qui sont en fait des orientations contrastées de ce qui est observé. Et puis on a juste à côté une autre carte qui va repérer les associations entre deux barres de contraste, et en fait ce sont les angles. Et puis, quand cette carte sera organisée, on a une troisième carte au-dessus qui va, elle, repérer des associations d'angles et
qui sont en fait des débuts de formes qui correspondent à des lettres. Mais ces lettres-là, effectivement, ne sont pas encore associées au sens où on n'a pas le E majuscule et le E minuscule qui sont ensemble. Ça sera partie d'une carte de niveau supplémentaire. Après, une fois qu'on a effectivement des cartes qui contiennent toutes les lettres, on a ce qu'on appelle une carte des bigrammes, qui sont des associations de plusieurs lettres entre elles, indépendamment de leur position dans le mot. Et c'est après qu'on a une carte qui va être capable d'organiser en fait les mots dans leur représentation orthographique. Alors on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages avant d'arriver à une représentation des mots. Sachant qu'on a d'autres représentations qui sont concomitantes, notamment on a une carte avec la représentation phonologique, donc la façon de prononcer les mots, qui s'est organisée elle aussi en plusieurs étapes successives. Et donc on retrouve ici sur cette illustration les différentes cartes que j'ai indiquées, à savoir ici la carte des mots dans leur représentation orthographique, précédée de la carte des bigrammes, qui sont les assemblages de quelques lettres, et puis jusqu'à la sortie qui viennent des cellules ganglionnaires de l'œil. Claude nous a présenté les traitements hiérarchiques de l'œil jusqu'à la conscience des lettres et des mots. Nous allons maintenant chercher à traduire ces processus par l'informatique dans un programme. La catégorie des programmes qui nous intéressent sont d'ordre réseau de neurones artificiels, qui sont développés depuis une trentaine d'années et qui ont la capacité d'apprendre et de structurer l'information de manière assez autonome. Comme nous l'avons présenté, la capacité de l'humain est de lire de manière très robuste des textes qui sont souvent parasités. Par exemple, ce texte que vous avez sous vos yeux ne vous gêne pas en lecture, mais si vous y êtes plus attentif, comporte plusieurs permutations. Vous voyez par exemple le mot « ordre » qui est écrit de cette manière dans le texte. Le mot « order » en anglais « ordre ». Avec votre lecture experte, votre lecture intelligente, vous avez corrigé le mot qui était orthographié de cette forme en mot correct, parce qu'en fait, votre cerveau a construit une représentation intermédiaire par couple de lettres, couple que l'on appelle bigramme, le couple OR qui est présent dans cette orthographe, le couple OE que l'on retrouve ici, le couple OD, etc. Tous les couples, toutes les permutations. Et ces couples-là se retrouvent dans la bonne orthographe du mot order qui contient bien OR, OD, OE. Donc on voit en fait qu'avec un ensemble de lettres, qu'elles soient dans l'ordre ou pas, on construit un ensemble de bigrammes qui lui permet de retrouver le bon mot. Et puis maintenant on va voir comment le cerveau va être capable de stocker tous les mots, par exemple de la langue française ou anglaise. On estime que dans un bon dictionnaire il y a 50 000 mots. Ces 50 000 mots sont chacun représentés par les ensembles des bigrammes qui les composent. Chaque bigramme, c'est une lettre qui peut être minuscule ou majuscule, plus certains caractères spéciaux. Dans le français, on aura des accents, par exemple. Et donc, ça fait une petite centaine de possibilités pour chaque lettre. Si on estime qu'un bigramme, c'est un couple de 2 lettres, donc ça nous fait déjà 100 fois 100, 10 000 possibilités. Et sachant qu'un mot, c'est en moyenne 5 lettres, mais parfois jusqu'à 10, ça fait un grand ensemble de combinaisons avec un grand nombre de dimensions supérieures à 1000. Comment est-ce qu'on va faire maintenant pour projeter 50 000 mots avec un grand nombre de dimensions sur une surface plane qui est le cortex? Eh bien, il faut imaginer de projeter les mots les uns après les autres. C'est vraiment une phase d'apprentissage. Et à chaque projection, chaque mot va se positionner quelque part, à un endroit où il est assez voisin de quelque chose qui lui correspond ou qui lui ressemble. Et mot après mot, année après année, quand il s'agit d'un ordinateur, c'est seconde après seconde, on a petit à petit une organisation qui se fait avec des mots voisins dans leur représentation bigrammique qui se positionnent les uns par rapport aux autres. Et par exemple, si je prends le mot relation, on va constater que un des voisins de relation, c'est régulation, et puis un des voisins de régulation, c'est allocation. Et en fait, chaque mot est représenté par une petite région du cerveau qui est voisine de, on estime, 6 autres régions, 6 autres mots. Parfois le mot existe, parfois il n'existe pas, selon qu'on ait plus ou moins de voisins. On s'aperçoit, en survolant la carte des 50 000 mots de la langue anglaise, que certaines régions sont très denses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voisins autour de chacun des mots, et d'autres régions sont beaucoup plus clairsemées, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace, il y a des frontières entre des mots qui, effectivement, ne sont pas voisins. Et on peut imaginer tout à fait que si on devait créer des nouveaux mots dans la langue,
on irait les positionner dans ces endroits vides, puisqu'ils sont disponibles. On finit par atterrir autour du mot « relation » et on voit très bien que autour du mot « relation », nous avons énormément de voisins, mais que ces voisins peuvent être rapidement très différents, comme relocation, réallocation et puis calculating à côté. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on pourrait utiliser dans la construction réalisée par le cerveau pour traiter la lecture et qui améliorerait nos programmes d'informatique? Oui, jusqu'à présent, on s'est intéressé seulement à l'étage de la représentation bigrammique avant celle des mots orthographiques, mais il y a d'autres étages, comme celui des lettres par exemple, où une représentation corticale peut être intéressante. La première chose, c'est que la représentation corticale est une représentation qui est continue. Et donc, il n'y a pas de frontière arbitrairement posée entre deux lettres, entre un U par exemple et un V, dans certains cas. Et le fait de la représentation corticale va nous permettre de ne pas prendre de décision trop tôt sur le fait que c'est un U ou un V. L'information en fait va continuer à monter à l'étage suivant et peut-être qu'à l'étage suivant, la décision pourra être prise sur d'autres critères. Mais en tout cas, on ne fait pas d'arbitraire a priori ni trop tôt. Bon, après, il y a encore d'autres étages, plus en dessous, sur la construction même des lettres, où le fait que ces cartes soient capables de généraliser va nous permettre de traiter éventuellement les italiques, des problèmes de taille respective entre des E et des F, etc., voire encore plus tôt sur une généralisation entre des angles, etc. Donc on n'a pas exploré tout l'ensemble des possibilités offertes par le traitement cognitif, tel qu'on pourrait le traduire dans des programmes informatiques. Comme Claude nous l'a rappelé, les modèles en question sont riches. C'est-à-dire qu'on peut considérer aujourd'hui, en reprenant l'exemple de order, que la reconnaissance du E de ce mot puisse être construite en fonction d'une observation du modèle sur les étages inférieurs. Nous avons vu que les lettres s'assemblaient en bigrammes à partir des reconnaissances inférieures. Maintenant, on peut considérer que les constructions ou les reconnaissances de mots profitent d'une lecture des couches inférieures de manière dynamique. Donc on se retrouve avec des modèles complètement en avant versus en arrière qui rebouclent l'information. Ce sont des processus récurrents qui sont à la base de l'adaptation des modèles biologiques, des systèmes biologiques vivants, et qu'on essaye de modéliser aujourd'hui grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. Les modèles aujourd'hui que l'informatique propose sont nommés réseaux de neurones profonds. Ils sont basés sur ces architectures biologiques, mais en exploitent qu'une petite partie. L'ambition de nos programmes de recherche consiste aujourd'hui à augmenter la complexité de ces programmations pour les rendre de plus en plus performantes. Alors ces modèles bio-inspirés, on les a testés chez A2IA et ça marche. Donc dans le cadre de ce projet, à A2IA, nous avons programmé des réseaux de neurones profonds basés sur ces paradigmes biologiques et nous les avons testés, mesurés à d'autres approches, des approches statistiques plus conventionnelles et en fait sont organisées au niveau international des compétitions de reconnaissance d'écriture. Donc là, les systèmes de tous les laboratoires ou de toutes les entreprises sont comparés sur des données identiques, avec des données d'entraînement identiques, évaluées par des organismes indépendants. Et donc nous avons remporté un certain nombre de compétitions de reconnaissance d'écriture, en particulier sur la langue arabe ou sur le français. On a aussi utilisé ces systèmes pour traiter des grands volumes de documents avec une écriture très spécifique, des documents anciens, d'archives. Et l'avantage de ces systèmes, c'est qu'ils se sont complètement automatiquement adaptés à l'écriture et nous ont permis d'atteindre des taux de reconnaissance qu'on n'obtenait pas auparavant. Alors, il semble maintenant qu'on dispose de systèmes qui soient biologiquement inspirés et qui, grâce à l'apprentissage, soient vraiment capables de s'adapter à toutes les situations, c'est-à-dire à n'importe quelle langue. On l'a vu avec l'arabe, le français, l'anglais, voire le chinois. Que ça soit écrit, que ce soit une langue parlée, aujourd'hui, on a des outils vraiment qui sont performants. Chez A2IA, on a donc intégré certains des aspects des modèles bio-inspirés dans nos modèles de reconnaissance. On a intégré les premières couches, c'est-à-dire les couches qui sont le plus proches des pixels. Et on a encore beaucoup d'espoir sur les couches supérieures, le codage du lexique à l'aide des bigrammes, et même aller plus loin sur le codage du sens, l'accès au sens, puisque le sens permet aussi de mieux comprendre. Grâce à ces modèles, on a pu diviser les taux d'erreur par 2, descendre en dessous de 10% d'erreur sur des documents difficiles. Mais on a encore une marge et ces nouveaux modèles nous permettront encore de réduire les taux d'erreur.
Par ce projet, nous avons montré la pertinence du rapprochement entre ingénierie, neurobiologie, informatique, sur des questions anciennes de l'intelligence artificielle, qui sont d'indexer, de comprendre le contenu des documents numériques. Ces questions sont très porteuses dans notre société d'aujourd'hui, et nous remercions le pôle Optitech et l'ANR Contint de nous avoir soutenus dans ce projet. Dans la perspective des travaux qui vont suivre, on pourrait s'attarder à l'analyse des contenus des documents maintenant, qu'on est rentré dans le contenu des mots, jouer sur l'ordonnancement des mots, leur combinatoire, des représentations qui sont indépendantes de l'ordre des mots. Sur la compréhension. La compréhension. Oui. Ça, c'est le futur.